Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'autre 20h. Ce soir, Serge Faubert revient dans sa chronique parlementaire hebdomadaire sur les derniers propos d'Emmanuel Macron et nous décortique ses petites phrases présidentielles. Vous visionnerez ensuite les images rares d'un photographe du Vaucluse que je tenais à vous montrer, des images de loups tournées dans le Ventoux avec un piège photographique. Après l'autre 20h, vous retrouverez votre émission mensuelle sur le média Vraiment Politique, animée par Aude Lancelin. Ce soir, elle questionnera ses invités sur la manière dont l'information est traitée sur Internet et sur les projets politiques en la matière de la majorité présidentielle. On est désormais habitué à ce que le président de la République fasse polémique avec ses petites phrases balancées ci et là. Après les chômeurs, ce sont maintenant les gilets jaunes, les manifestants qui en sont la cible. Ces paroles témoignent de quelque chose de grave dont on ne devrait pas s'habituer. Dans un petit coup de bourbon, Serge Faubert nous explique pourquoi, l'occasion aussi pour lui d'inaugurer, on en parle à la buvette, sa nouvelle rubrique sur les off du Parlement. Il va vous parler de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Il faut maintenant dire que lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire. La phrase est du président de la République. Il l'a prononcée mardi lors d'une réunion avec des élus du Grand Est. Dans la même déclaration, Emmanuel Macron a encore souligné que c'est un miracle qu'après autant de samedis avec cette violence, il n'y ait eu aucun mort à déplorer de la part des forces de l'ordre. On est coutumier des petites phrases du chef de l'État, souvent blessantes, arrogantes et toujours inopportunes. Mais cette fois, le propos mérite qu'on s'y arrête. On est complice du pire. Ainsi, tous les manifestants seraient responsables des violences de quelques-uns. Étrange conception juridique inconnue de notre code pénal. Quant à la seconde phrase, elle résonne comme une absolution donnée par anticipation à toutes les violences policières, y compris celles qui conduiraient à la mort d'un manifestant dans un affrontement direct, puisque selon Emmanuel Macron, cela aurait dû déjà se produire. On en est là. Après le mépris de classe, les accusations de complotisme, de racisme, d'homophobie, d'antisémitisme, le pouvoir menace désormais l'intégrité physique de tous les gilets jaunes. Une stratégie du pire qui reflète son désarroi face à un mouvement qui ne fléchit pas. Justement, le Conseil de l'Europe vient de condamner les moyens utilisés par la France pour le maintien de l'ordre. Organisation intergouvernementale fondée en 1949, à ne pas confondre avec l'Union européenne, le Conseil de l'Europe regroupe 47 États. La commissaire aux droits de l'homme de cette organisation, Dunja Mijatović, a rendu public mardi un mémorandum sur le maintien de l'ordre et la liberté de réunion dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes en France. Les armes de force intermédiaire, euphémisme pour dire que celles-ci mutilent davantage qu'elles ne tuent, sont montrées du doigt. On apprend dans ce document qu'à la date du 4 février, les forces de l'ordre avaient procédé à 12 122 tirs de LBD 40, 4 942 lancers de grenades de désencerclement et 1428 lancers de GLI F4. La commissaire observe notamment que les blessures à la tête occasionnées par des tirs de LBD révèlent un usage disproportionné de la force ainsi que l'inadaptation de ce type d'armes au contexte d'opérations de maintien de l'ordre. Elle recommande donc de suspendre l'usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Peine perdue. Hier, Emmanuel Macron a défendu publiquement le LBD, expliquant que pour s'en préserver, la meilleure manière d'éviter ces utilisations et ces cas, c'est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser les vitrines, casser les institutions ou s'attaquer aux forces de l'ordre. Je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public ni de se défendre. Pour remplacer les manifs, le président a son idée, comme l'a rappelé hier Benjamin Griveaux. Dans une invitation collective, suggérer aux manifestants de se rendre dans les réunions d'initiatives locales qui se tiennent. Il y a près de 8800, près de 9000 réunions qui ont été enregistrées sur la plateforme. Près de un peu moins de 3000 ne se sont pas encore tenues. C'est dans ces enceintes que le débat doit se tenir et que nous attendons les Français, encore plus nombreux qu'ils n'y sont déjà venus. Nous avons passé, vous le savez, la barre du million de contributions et la barre des 2 millions de visiteurs uniques sur le site. Nous avons passé la barre du million de contributions et la barre des 2 millions de visiteurs. Tiens donc, on est allé vérifier ce matin. À 8 heures, il n'y avait que 311 000 contributions déposées sur le site du Grand Débat National. On atteint le chiffre du million que si l'on ajoute les 884 000 réponses aux différents questionnaires à choix multiples. Benjamin Griveaux joue sur les mots. Un succès très mitigé, pour ne pas dire un flop, qui pose un vrai problème politique. Cette consultation s'achève dans 15 jours.
Elle était censée enterrer le mouvement des Gilets jaunes. La persistance des manifestations montre qu'il n'en est rien. Dès lors, c'est la question de la sortie du grand débat qui se pose à l'exécutif. Quelle traduction lui donner? À cette heure, l'Élysée n'a pas trouvé la réponse. Voilà pourquoi il ne mise plus que sur la force et la répression pour stopper le mouvement des Gilets jaunes. C'est quitte ou double. La grande manifestation nationale qui doit se tenir à Paris le 16 mars constituera de ce point de vue un tournant. Si elle est comparable au plus fort moment de la mobilisation depuis ses origines, alors Emmanuel Macron devra envisager de recourir aux solutions constitutionnelles que prévoit la Ve République. Changement de Premier ministre ou même dissolution de l'Assemblée. Le blocage ne pourra durer éternellement. C'est une nouvelle rubrique du Petit Coup de Bourbon. Vous y retrouverez les bruits de couloirs des palais nationaux et les offs des parlementaires. On commence avec Benjamin Griveaux. La semaine dernière, voici ce qu'il nous disait. Il a été fait mention dans l'affaire Benalla de dysfonctionnements majeurs à l'Élysée, du fait que la sécurité du président de la République aurait été affectée par notamment les actions de M. Benalla. Est-ce que le président en a éventuellement parlé ce matin? Est-ce que ce sujet a été évoqué en Conseil des ministres? L'Élysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur les différents points soulevés dans ce rapport dont je n'ai pas pris connaissance et donc il m'est difficile de commenter plus avant. Qu'est-ce que vous sous-entendez dans l'Élysée aura l'occasion d'apporter des éléments? Ça veut dire qu'il y aura des éléments factuels qui seront apportés à quelques points qui sont soulevés dans le rapport. Sous quelle forme et quand? Écoutez, le rapport date d'il y a moins de 2 heures. Nous étions au Conseil des ministres, donc souffrez que nous ne cédions pas à l'urgence du moment et que le temps de réunir les éléments factuels pour répondre à des contre-vérités, je ne sais pas si c'est l'affaire de quelques heures, ce sera cet après-midi ou demain, mais en tout cas nous le ferons rapidement parce qu'il y a des éléments sur lesquels manifestement des contre-vérités ont été dites et qui peuvent être levés très rapidement. 7 jours se sont écoulés et personne au gouvernement ou à l'Élysée n'est venu contredire le rapport du Sénat. Il faut croire qu'il ne contient pas de contre-vérité. On s'en souvient, une cinquantaine de députés de La République En Marche se sont abstenus lors du vote sur la loi anti-casseurs. Pour éviter qu'ils ne votent contre le texte, le patron du groupe parlementaire, Gilles Legendre, épaulé par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, avait promis qu'en seconde lecture, le gouvernement reprendrait leurs objections en déposant des amendements. Patatras, la majorité sénatoriale, c'est-à-dire les Républicains, a fait savoir qu'elle voterait le texte amendé par l'Assemblée nationale mercredi prochain sans en changer une virgule. Autrement dit, plus de seconde lecture au Palais Bourbon et plus de modifications. Le processus parlementaire s'arrêtera là. Les frondeurs en seront pour leurs frais, à moins que le Conseil constitutionnel ne retoque le texte, notamment sur les interdictions administratives de manifester. Je vous emmène maintenant dans le Ventoux, en Provence, dans le département du Vaucluse. Un photographe, Lenny Vidal, a rendu public des images rares, celles de Silouveteaux, grâce à un piège photographique, c'est-à-dire un appareil photo camouflé fixé à un arbre qui capture des images des animaux sauvages qui passent devant. Ces images ont été reprises cette semaine par le site de France Bleu Vaucluse. Je vous laisse en profiter. Et oui, il va falloir s'y faire, le loup est bel et bien installé sur ce territoire. Déjà en octobre 2018, un piège photographique de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, capturait l'image d'une meute de 13 loups dans la Drôme, le département voisin. Selon l'ONCFS, il y aurait 85 zones de présence permanente et 72 meutes en France, une présence qui se renforce dans les Alpes et en Provence. L'ONCFS estime qu'à la sortie de l'hiver, il y aura certainement plus de 500 loups dans nos campagnes. Et c'est une très bonne nouvelle pour la biodiversité locale. Pour rappel, il s'agit d'une espèce protégée qui joue un rôle dans d'autres écosystèmes, notamment en influant sur la répartition des populations de chamois, de cerfs, de chevreuils ou encore de mouflons. Parce que, comme l'a rappelé le photographe Lenny Vidal, le loup fait partie de notre patrimoine écologique et un écosystème sans prédateurs est un écosystème déséquilibré dans lequel prolifèrent les herbivores qui nuisent à la régénération des forêts. Eh bien oui, parce que dans nos campagnes, nos forêts, nos montagnes, nos collines, nous avons autant besoin des prédateurs que des proies pour réguler les populations animales. L'autre 20h est fini pour ce soir. Je vous laisse maintenant avec Aude Lancelin, un vraiment politique intitulé « Macron contre l'information ».
Aude Lancelin reçoit en direct les journalistes Gaspard Glance, fondateur de Taranis News, et John-Rick MacArthur du mensuel généraliste américain le Harper's Magazine, mais aussi Benjamin Bayard de la Quadrature du Net et Olivier Berruyer du site Les Crises. Ensemble, ils débattront du traitement de l'information sur Internet et des projets dans le domaine du gouvernement. N'oubliez pas, le média a besoin de vous pour exister, devenez sociaux, faites des dons, abonnez-vous et bonne soirée.